Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très peu abordé dans la communauté MMA. Et ce sujet est les multiples scandales de dopage de Jon Bones Jones, qui est considéré par beaucoup comme étant le GOAT ou le meilleur combattant de l'histoire du MMA. Même si je suis en partie d'accord avec ceux qui disent qu'il est qu'il est un grand combattant, la plupart de ces personnes agissent aussi comme s'il n'a pas un énorme, et je dis bien, un énorme astérisque sur ce statut de GOAT de Jon Jones. Comme si Jon Jones n'a pas connu de multiples scandales liés au dopage. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur les tests positifs de Jon Jones. Ce sera une vidéo, disons, un peu plus technique, un peu plus compliquée, beaucoup plus sérieuse. Une vidéo pas très légère, mais si vous restez jusqu'au bout, vous saurez absolument tout sur les tests positifs de Jon Jones, ce qu'ils signifient et pourquoi cela a autant d'importance dans le monde des sports de combat. On va parler de tout, des niveaux de testostérone étranges au métabolisme de turinabol dans ces tests et de la science surprenante derrière tout cela. Alors commençons. J'aimerais déjà commencer en vous expliquant ce qu'est un stéroïde. Pour faire simple, un stéroïde est une substance chimique souvent synthétisée en laboratoire, c'est-à-dire souvent fabriquée en laboratoire, qui imite les effets des hormones naturelles dans le corps. Dans le cas des stéroïdes anabolisants, ils sont conçus pour imiter la testostérone. La testostérone, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est l'hormone de base. C'est une hormone qui joue un rôle clé dans la croissance musculaire, la récupération et le développement de la force. Ces stéroïdes sont souvent utilisés pour augmenter la masse musculaire et améliorer les performances physiques. Donc sans vouloir rentrer dans beaucoup trop de détails, chaque aspect de la performance physique peut être amélioré avec le stéroïde approprié. Comment fonctionnent les stéroïdes dans le corps? Essayez d'être très attentif parce que cette partie sera vitale quand on commencera avec les différentes explications des scandales de Jon Jones liés au dopage. Lorsque les stéroïdes sont introduits dans le corps, ils se lient aux récepteurs d'androgènes présents dans les cellules musculaires. Cela stimule la synthèse des protéines, un processus essentiel pour la réparation et la croissance des muscles. Donc pour faire simple, les muscles peuvent récupérer plus rapidement et grossir plus vite qu'avec la testostérone naturelle, permettant ainsi une augmentation de la force et de la masse musculaire dans un temps très réduit. Le deuxième aspect qu'il faudrait que vous reteniez est celui-ci. Lorsque l'on prend des stéroïdes anabolisants, le corps reçoit un excès de testostérone de manière artificielle. Ce que ça veut dire, c'est que si ta testostérone naturelle est à 1, en prenant des stéroïdes ou en prenant par exemple de la testostérone de remplacement, tu peux passer à des niveaux 5, 10, même dans certains cas 20. Donc pour s'adapter à cet afflux nouveau de testostérone, bien sûr dans ce cas qui est synthétique, c'est-à-dire qui n'est pas naturel, l'organisme réduit ou arrête sa propre production naturelle de testostérone. Cette partie est très importante parce qu'elle fera beaucoup de sens pour vous quand on parlera des niveaux extrêmement bas de testostérone de Jon Jones. Les testicules qui sont responsables de la production de testostérone naturelle peuvent rétrécir temporairement car ils ne sont plus sollicités parce que le corps se dit il y a une grosse quantité de testostérone. Le corps ne reconnaît pas forcément est-ce que c'est naturel, ce n'est pas naturel. Le corps réagit juste. Il se dit, j'ai une grosse quantité de testostérone, donc je vais juste arrêter d'en produire naturellement. Donc, la testostérone vient des testicules en grosse partie. Donc, le corps arrête juste cette fonction des testicules. Donc, pour résumer, nous avons déjà vu deux choses concernant les stéroïdes. On a vu en fait que les stéroïdes vont se loger dans les cellules musculaires et dans toutes les cellules du corps en réalité, mais juste pour simplifier, disons les cellules musculaires, et remplacent la testostérone. On a aussi vu que la réaction du corps après ça, c'est juste d'arrêter la production naturelle de testostérone. Et c'est souvent dans ces cas, on y reviendra, mais c'est souvent dans ces cas que l'athlète qui s'est dopé ou le sujet peut afficher en fait des niveaux très bas de testostérone. Maintenant, passons à la troisième chose qu'il faudrait retenir avant de commencer à parler de Jon Jones. Une fois que la cure est terminée, c'est-à-dire une fois que tu finis de faire une cure de stéroïdes, des fois ça dure un certain temps, en fonction du stéroïde ça peut durer un certain temps, mais une fois que tu finis de faire ta cure de stéroïdes ou ton cycle de stéroïdes, ça prend un certain temps pour que le corps relance la production de testostérone, ce qui laisse souvent les utilisateurs avec un niveau de testostérone extrêmement bas pendant plusieurs semaines ou des fois plusieurs mois. C'est pourquoi des symptômes comme la fatigue, la perte de libido et la perte de la masse musculaire sont fréquentes après l'arrêt des stéroïdes.
certains utilisateurs suivent une thérapie post-cycle ou appelée PCT. PCT, c'est plus, je pense, la définition en anglais qui donne le sigle PCT, mais en français, ça s'appelle une thérapie post-cycle qui consiste à prendre des médicaments pour relancer la production naturelle de testostérone. Avant qu'on passe à John Jones, j'ai souvent entendu l'argument du « oui, mais John Jones, même sans les stéroïdes, il l'aurait fait. Même sans les stéroïdes, il est talentueux. » Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Quand tu arrêtes les stéroïdes, tu dois relancer la production naturelle de testostérone. Donc, pendant ce temps, tu peux connaître une fatigue chronique, tu peux connaître une perte de libido, tu peux avoir des pertes de motivation, tu peux même avoir des pertes de masse musculaire. Donc, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est vraiment pas aussi simple. Donc, ceux qui disent que sans les stéroïdes ou sans ces choses, John Jones aurait quand même performé. S'il a des fatigues chroniques, comment peut-il se pointer à 2 ou 3 entraînements par jour? S'il a des fatigues chroniques, il y a des gens qui le font naturellement. Mais le type de fatigue, on vient de dire que ton corps arrête juste de produire de la testostérone. Donc le type de fatigue dont on parle, ce n'est pas une fatigue du type « je vais me reposer, demain on verra ». Non, c'est constant. Tu peux devenir dépressif, tu peux avoir tout plein d'effets secondaires. Donc la question que je poserai à ces gens, c'est si John Jones peut autant performer que vous le dites avec les stéroïdes, êtes-vous en train de me dire qu'il performerait autant avec de la fatigue chronique, avec une perte de libido, avec une perte de masse musculaire, avec peut-être de la dépression, avec toutes ces choses? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il performerait avec toutes ces choses? Nous sommes tous d'accord que ça change la donne. Et il est justement là mon argument. Donc, je vais vous présenter maintenant, on commence avec les choses sérieuses. Je vais vous présenter la chronologie, c'est-à-dire dans un ordre chronologique, les scandales de dopage de John Jones. 1. L'USADA, qui est l'agence de contrôle antidopage, est venue à l'UFC en juillet 2015. Récemment, l'USADA ne fait plus les tests antidopage depuis peut-être quelques mois, mais l'USADA était responsable des tests antidopage à l'UFC et ils sont venus en juillet 2015. Avant juillet 2015, c'était un peu n'importe quoi. Est-ce que tout le monde était dopé? Non, tout le monde n'était pas dopé. Mais est-ce qu'il y avait des dopés? Oui, il y en avait beaucoup. Et c'est justement pour ça que l'USADA est venu. Dès que l'USADA est venu en juillet 2015, comme par hasard, les scandales de dopage de John Jones ont commencé. John Jones a eu son premier scandale le 6 juillet 2016, pratiquement un an après l'arrivée de l'USADA jour pour jour. Il a été testé positif à la clomifène et au létrozole. On en parlera. Son deuxième scandale est arrivé un an plus tard encore, le 22 août 2017, où il a été déclaré positif au turinabol. On est en train de parler de sérum de Captain America ici. Le troisième et le dernier scandale qui nous est connu est arrivé le 28 décembre 2018, juste avant son deuxième combat face à Alexander Gustafsson, quand il a été encore testé positif au soi-disant pictogramme de turinabol. Ça, ce sera un peu plus compliqué à expliquer, mais on y arrivera quand même. Donc là, nous avons 3 scandales à décrypter. Sans plus attendre, commençons avec le premier. En 2016, avant l'UFC 200, John Jones a été testé positif à 2 composants. Le clomifène, qui est un modulateur sélectif des récepteurs d'œstrogène, et le létrozole, qui est un inhibiteur de l'aromatase. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces 2 substances ne sont pas des stéroïdes en soi, mais elles sont couramment utilisées après un cycle de stéroïdes pour stimuler les niveaux naturels de testostérone. Il y a quelques secondes, je vous avais parlé de la thérapie post-cycle qui est nécessaire pour stimuler la production naturelle de testostérone. Alors pourquoi John Jones avait cela dans son système? La seule et unique raison serait pour récupérer d'un cycle de stéroïdes ou prévenir les effets secondaires pendant un cycle. Justement, le clomifène et le létrozole, en temps normal, ils n'ont rien à faire dans le corps d'une personne. Par contre, le clomifène et le létrozole sont les composants qui sont très souvent prescrits pour les thérapies post-cycle. Donc, pour vous résumer le premier scandale de John Jones, ils n'ont pas trouvé de stéroïdes, c'est-à-dire le turinabol, la testostérone de remplacement, tout ça. Ils n'ont pas trouvé ça, mais ils ont trouvé les 2 composants qui sont le plus prescrits dans les thérapies post-cycle. Vous pouvez tirer vos conclusions. Les cas dans lesquels ils sont utilisés sont quand une personne essaie de relancer sa production de testostérone naturelle après avoir ingéré de la testostérone synthétique ou un suppresseur de testostérone comme les stéroïdes. Mais quelle est l'excuse que John Jones avait donnée pour
ces deux composants quand l'USADA lui a demandé « Mais comment se fait-il que tu as du clomiphène et du létrozole dans le sang ?» Croyez-le ou non, mais John Jones a répondu en disant que le clomiphène et le létrozole venaient de pilules de Viagra qu'il avait prises pour techniquement performer à l'intérieur de son foyer. Donc, John Jones nous a dit pour son premier scandale que le clomiphène et le létrozole venaient de pilules de Viagra et que, comme par hasard, c'est une pilule de Viagra ou des pilules de Viagra qui auraient rempli son corps de clomiphène et de létrozole au point où ce soit détectable lors d'un test antidopage. C'était ça l'excuse de John Jones. Une fois de plus, tirez vos conclusions. L'USADA l'a alors suspendu pour 1 an, mais les problèmes de John Jones avec les produits dopants étaient loin d'être terminés, ce qui nous amène au deuxième scandale de dopage de John Jones. John Jones est de retour dans l'octogone pour l'UFC 214 et ça c'était son combat face à Daniel Cormier. Bien sûr, combat qu'il a gagné de façon dominante avec un KO ou un TKO qui a été initié par un très beau kick. Il a récupéré sa ceinture des poids lourds légers, mais quelques jours plus tard, l'USADA fera tomber une autre bombe. John Jones a de nouveau été testé positif, mais cette fois-ci au turinabol, un stéroïde utilisé pour améliorer la force et la récupération. Pour faire simple, disons la force et la récupération, même s'il y a une longue liste de choses que ça peut améliorer, faisons simple. Mais qu'est-ce que le turinabol? Le turinabol est un stéroïde anabolisant puissant conçu pour donner aux athlètes de la force sans ajouter de la masse. Il a été utilisé initialement par les athlètes de l'Allemagne de l'Est dans les années 60 et John Jones a été signalé positif pour avoir des métabolites de turinabol dans son système. Pour comprendre comment fonctionne le turinabol, parlons rapidement de la testostérone et de l'épitestostérone. L'épitestostérone peut être vu comme l'antagoniste de la testostérone dans le corps. La testostérone et l'épitestostérone représentent les faces d'une même pièce. Très souvent, un ratio de 1:1 signifie une testostérone pour une épitestostérone. Les ratios testostérone-épitestostérone varient par origine ethnique. Environ 1,3 pour 1 chez les Afro-Américains, 1:1 pour les Caucasiens et les Hispaniques et 0,71 chez les Asiatiques. Donc ça, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que tu vas prendre un noir, un blanc, un hispanique ou un asiatique, tu auras exactement ça. Mais en moyenne, c'est en fait dans cette fourchette que se trouve ce ratio. Mais pourquoi je vous parle actuellement de testostérone et d'épitestostérone? C'est que c'est ce ratio qui est utilisé pour les détections de dopage. Parce que ces différences reflètent des variations naturelles dans la production hormonale et servent de référence pour repérer les anomalies dans les tests antidopage. Les testeurs ou l'USADA ou les autres organisations antidopage se servent en fait de ces différents ratios pour vraiment juger. Parce que, comme on l'a dit au début, les stéroïdes vont supprimer la production naturelle. Et très souvent, ça va te donner un niveau de testostérone drastiquement bas. Donc, ces organisations utilisent en fait ce ratio moyen pour voir en fait si tout va bien, si tout est correct. Donc, dans les tests antidopage, si le ratio de testostérone à épitestostérone est très élevé, cela peut indiquer l'usage de testostérone supplémentaire, car la prise de testostérone augmente ce ratio de manière anormale. Dans ce cas, il s'agit de testostérone de remplacement ou TRT. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'organisation antidopage vient et te teste, si par exemple tu viens, ton test montre 10 testostérone pour une épitestostérone, eux ils se disent ok, il a probablement pris de la testostérone de remplacement. Ça par exemple c'était le cas de Overeem, Alistair Overeem quand il se dopait, c'était le type de test qu'il produisait ça. Et je pense même que faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Et ça arrive uniquement quand tu prends de la testostérone de remplacement. Mais maintenant pour tous les autres stéroïdes, un ratio très bas peut montrer que le corps produit peu de testostérone, ce qui peut être signe de problèmes de santé ou de suppression hormonale après l'usage de stéroïdes. Donc, quand c'est un stéroïde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas testostérone de remplacement, quand c'est ça, très souvent, tu auras un ratio anormalement bas. Donc, on est en train de parler de turinabol, peut-être de EPO et de tout ce que vous voulez sous le soleil. Très souvent, tu auras un ratio testostérone-épitestostérone très bas. Par contre, quand quelqu'un prend de la testostérone de remplacement, ce ratio sera anormalement haut. Donc, dans les deux cas, ça prouve en fait au testeur ou à l'organisation antidopage que tu es en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire parce que normalement, ton ratio ne devrait pas être très loin de ton origine ethnique.
Et tout à l'heure, je vous ai donné les ratios moyens par origine ethnique. Donc, venons maintenant au test de Jon Jones et les chiffres qu'on a trouvés pour ce ratio après son combat face à Daniel Cormier à l'UFC 214. Donc, Jon Jones, au pic de sa performance face à Cormier, tout le monde dit que ce deuxième combat face à Cormier, c'est une destruction, c'est une référence, et je suis d'accord, c'est une destruction et c'est un combat référence. Mais au pic de sa performance, Jon Jones avait moins de testostérone que l'afro-américain moyen. Et voici ses chiffres. Il a fait 3 tests et ses ratios testostérone-épitestostérone étaient de 0,2 pour 1, 0,35 pour 1, 0,1 pour 1. Ce qui est considérablement en dessous du ratio moyen des Afro-Américains qui est de 1,3 pour 1. Ça, c'est une preuve indéniable que Jon Jones avait quelque chose qui supprimait sa production naturelle de testostérone lors de ce combat. Je sais que Monsieur Jones est le GOAT. Peut-être qu'il était guidé par des entités surnaturelles puisqu'il est si fort et qu'il est le GOAT. Mais il faudrait qu'on nous explique ce qui a supprimé autant sa testostérone. Il faudrait qu'on nous explique ce qui a supprimé à ce point sa testostérone. Il ne produisait pratiquement pas de testostérone naturelle au moment de ce combat d'anthologie où il a montré une agressivité sans précédent, où il a mis KO de façon très malveillante Daniel Cormier. Il ne produisait pratiquement aucune testostérone naturelle selon les tests parce que ces tests sont revenus aussi bas. Et si vous étiez en train de me suivre depuis quelques minutes, vous savez ce que ça veut dire. Mais je vais vous rappeler ce que cela veut dire. Ça signifie une énorme suppression de testostérone dans le corps de Jones. Pour un tel niveau de suppression, il faudrait qu'il ait aucune production de testostérone venant de ses parties génitales. C'est à ce point que ces niveaux d'hormones étaient bas. Maintenant, quelle était l'excuse de Jon Jones pour ces niveaux de testostérone bas et ce turinabol trouvé dans son corps? Il nous a juste dit qu'il ne savait pas, qu'il a peut-être été contaminé par des suppléments alimentaires. Et pour les fameux suppléments, l'excuse des suppléments alimentaires, je vais vous dire quelque chose. Je peux vous dire qu'on ne trouve pas du turinabol sur Amazon ou à la pharmacie dans l'allée des vitamines ou des suppléments alimentaires. Mais ça, c'était la version de Jon Jones. Et cette version, c'était « j'ai été contaminé par des suppléments alimentaires ». Ce qui nous amène maintenant au 3e scandale et dernier à date de Jon Jones. En 2018, avant l'UFC 232, avant son combat son deuxième combat face à Alexander Gustafsson, l'un de ses plus grands rivaux, l'UFC a dû changer le lieu de l'événement de Las Vegas à Los Angeles parce que la commission athlétique de Las Vegas ne voulait pas laisser Jon Jones compétir. Seule la commission athlétique de Los Angeles, qui était un peu plus laxiste, l'aurait laissé compétir. Mais pourquoi l'UFC l'a fait? L'UFC l'a fait parce que Jon Jones était encore positif au turinabol. Mais dans ce cas, il était positif à des pictogrammes de métabolites de turinabol. Et ce qui est particulier dans ce cas de dopage, c'est le fameux phénomène de pulsation que tout le monde a découvert. Et dans ce cas, il s'agissait bien sûr du phénomène de pulsation de turinabol de Jon Jones. C'est ainsi que l'USADA a expliqué les tests positifs répétitifs auxquels Jon Jones avait été confronté dans cette période. Maintenant, vous vous demandez, mais c'est quoi un phénomène de pulsation? Bien, je vais vous l'expliquer. La théorie du phénomène de pulsation est que les métabolites de turinabol peuvent se stocker dans les cellules graisseuses du corps. Et comme elles se stockent dans les cellules graisseuses du corps, elles peuvent être libérées lentement avec le temps. Ce qui entraîne alors, disons, des faux tests positifs intermittents, même si le sujet positif n'est plus du tout sous stéroïdes. Donc, avant l'UFC 232, Jon Jones a été testé positif pour 33 picogrammes de métabolites de turinabol, juste des traces. L'USADA a conclu qu'il s'agissait du même métabolite résiduel de son utilisation précédente et n'a pas imposé de sanctions supplémentaires. Alors Jon Jones a continué à être testé positif pour du turinabol, mais l'USADA a dit « c'est bon, ce sont juste des résidus d'un cycle précédent ». Mais beaucoup de fans et d'experts n'y croyaient pas. Ils voyaient cela comme un autre moyen pour Jon Jones d'échapper à une responsabilité complète. Pourquoi les gens n'y croyaient pas? Surtout ceux qui savent un peu comment ces choses fonctionnent, pourquoi ils n'y croyaient pas? C'est juste parce que quand Jeff Nowitzki, qui était le chef du programme antidopage de l'UFC, a parlé de ce phénomène de pulsation du métabolite turinabol, il se référait bizarrement au clomifène pour illustrer un médicament qui se stocke dans les tissus graisseux et peut être libéré sur le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Jeff
nous a dit non, John Jones est juste positif aux métabolites de turinabol qui viennent de ses anciennes violations. Quand il disait ça, il se basait sur une étude sur le clomifène. Donc, il a pris une étude sur le clomifène et il a appliqué en fait au turinabol. Et pour les scientifiques qui m'écoutent, vous savez que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Tu ne prends pas une étude sur un produit donné, même si ces produits se ressemblent. Tu ne prends pas une étude sur un produit donné pour juste l'appliquer à un autre produit. Ils ont utilisé une étude sur le clomifène comme référence et ils ont observé qu'il pouvait avoir un effet de pulsation avec le temps. Mais le fait intéressant est que John Jones avait déjà été testé positif pour le clomifène et le létrozole. Il s'agit de son premier scandale, si vous vous rappelez. Sa première violation était pour le clomifène et le létrozole, mais bizarrement ici, John Jones n'avait aucun phénomène de pulsation pour le clomifène, qui est dans ce cas utilisé comme médicament de référence pour justifier l'histoire du turinabol. Il n'avait aucun phénomène de pulsation pour le clomifène, mais l'USADA nous a dit qu'il avait des pulsations pour le turinabol, qui n'avait à ce moment aucune étude sur le sujet. Le phénomène de pulsation du turinabol n'a jamais été prouvé. C'est juste un raccourci que l'USADA a fait à ce moment. Il avait une seule étude sur le clomifène qui parlait d'effet de pulsation. John Jones était positif au clomifène. Ce clomifène, si on suit leur logique, devrait avoir un effet de pulsation en même temps que le turinabol. Mais non, c'est pas ce qui est arrivé. Ils ont remarqué, ou ils nous disent qu'ils ont remarqué qu'il n'avait qu'un effet de pulsation pour le turinabol, mais John Jones n'avait pas d'effet de pulsation pour le clomifène. C'est un peu compliqué, c'est un peu n'importe quoi, cette situation. Mais quand on se pose, on regarde vraiment la logique qu'ils ont utilisée, ça ne fait aucun sens. Si le corps de John Jones avait des pulsations de turinabol, de métabolites de turinabol, on devrait trouver des pulsations, un phénomène de pulsation pour le clomifène qu'il a déjà pris à multiples reprises, clairement. John Jones a une carrière en montagne russe. C'est un combattant clairement qui a dominé le sport quand on regarde juste ses records. Mais les scandales de dopage et ses niveaux de testostérone constamment bas ont jeté une ombre immense sur son héritage. Dana White lui-même a dit que c'est triste de penser à ce que John Jones aurait pu faire s'il n'avait pas ruiné sa carrière avec ses problèmes. Que ce soit le turinabol, les faibles niveaux de testostérone, ses altercations avec l'USADA et toute sa vie extra-sportive. Il est clair que l'histoire de John Jones portera toujours cet astérisque. Personnellement, je pense que John Jones est bien un athlète hors du commun, avec en particulier des attributs physiques hors du commun, mais je suis entièrement en désaccord avec Dana quand il se demande ce que John Jones aurait accompli. La réalité est que les stéroïdes changent fondamentalement un individu, que le combattant qu'on aurait eu ne serait pas le John Jones que Dana et beaucoup de ses fans connaissent. John Jones sans stéroïdes et John Jones avec stéroïdes sont deux personnes dramatiquement différentes. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Là est la réalité. Cette réalité est la chose dont personne ne parle dans notre sport. Cette réalité est celle évitée par tout le monde. Donc mon message sera ceci. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce qu'il se pourrait que John Jones ne combatte plus. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour la faire. Si notre sport doit être pris au sérieux par tout le monde, parce qu'il s'agit de nouveaux sports. Le MMA est relativement nouveau comparé à beaucoup d'autres sports. Si nous voulons être un exemple pour tous les autres sports, si nous voulons véhiculer de bonnes valeurs de défense du faible, des valeurs d'honneur, de respect, de fair play, de justice, nous ne pouvons pas nous permettre d'ériger au rang d'icône des tricheurs. Personnellement, je n'ai rien contre John Jones. C'est pour ça que je ne parle pas forcément de ces situations extra-sportives et tout. Personnellement, je sais pas comme si je déteste John Jones ou quelque chose, je ne le connais pas. La réalité est que je ne le connais pas. Même s'il fait de mauvaises choses, j'ai un avis sur ça, je ne le connais pas, donc je ne peux pas le détester. Il ne m'a rien fait personnellement. Tout mon problème avec John Jones, c'est par rapport au sport. Et quand il s'agit de sport, je suis contre ériger une personne qui a clairement triché et violé à multiples reprises le contrat moral entre deux compétiteurs, encore plus ici entre deux combattants. Et quel est ce contrat moral? Ce contrat moral qui stipule que nous nous affronterons uniquement sur les bases de nos qualités physiques naturelles et de nos techniques perfectionnées. C'est contre ça que je suis. Raison pour laquelle je ne serai jamais pour qu'on élève comme GOAT de ce sport John Jones. Parce que c'est une place beaucoup trop importante. Et les gens n'en parlent pas, mais je suis convaincu qu'avec le temps, les gens en parleront. Et elle est là, ma position. Merci d'avoir regardé cette vidéo plutôt compliquée. Si tu as des questions ou si tu veux plus en discuter, nous pourrons le faire dans les commentaires.
Si tu as aimé cette vidéo sur la chose dont personne ne parle concernant Jon Jones, je t'invite à regarder ma vidéo sur la raison pour laquelle Dana White parle maintenant en bien de Jon Jones. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et de la partager avec tes amis fans de MMA.